Déjà, bonjour tout le monde. L'objectif de notre présentation, c'est de vous présenter ce qu'on fait actuellement. Surtout, ce qui se passe actuellement sur le marché, c'est qu'on est tous à utiliser ChatGPT, des LLM, et toutes les sociétés ont envie d'exploiter cette IA générative pour pouvoir faire des choses. On en a tous plein, mais ce qu'on voit, c'est qu'on veut, au travers de cette présentation, vous alerter sur oui, ça va vous accélérer à court terme, oui, ça va être fantastique, mais attention, il y a des limites. Et maintenant, ce qu'on va vous présenter, c'est quelles sont ces limites et comment on peut y contrer, et au travers d'un digital twin, comment on pourrait vous emmener. Du coup, on va le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais donner la main à Julien, qui va vous ouvrir un peu les chakras en vous faisant un peu de contextualisation. Et dans la deuxième partie, on vous montrera sur cette philosophie neurosymbolique comment on l'applique réellement au sein de BNP Paribas et de manière concrète. Et on essayera, avec le temps qu'on a, de vous montrer en démo les premières itérations, parce que le programme a démarré que début d'année. Et c'est un très très gros programme qui vise à créer un digital twin pour l'intégrité de l'infrastructure de BNP Paribas Worldwide. Et en pushant cette technologie-là sur tous les développeurs, toute la création de n'importe quel LLM, quel projet, etc., devra suivre cette trajectoire-là. Donc c'est quelque chose qui est assez ambitieux, c'est un projet sur 4-5 ans minimum, et on en est à quelques mois pour l'instant, mais on a déjà une bonne avancée. Donc je vais laisser la main à Julien pour ce sujet-là. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, peut-être même un peu trop. Il n'y a que ça sur LinkedIn, par exemple, dans les médias. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de réel, il y a des investissements, il y a du concret. Mais cette idée-là, de l'intelligence artificielle, on peut la reprendre dans un décours historique beaucoup plus profond, qui montre même en fait un divorce. Et encore aujourd'hui, ce divorce nous harcèle. Une vraie histoire de famille. Leibniz, c'était un peu un touche-à-tout, physicien, contemporain de Newton, avocat aussi. Il a été connu pour ses écrits pour avoir été l'avocat de Dieu, parce qu'il y avait un petit peu trop d'avocats du diable. Et puis, il imaginait, il réfléchissait beaucoup, puis un jour lui est venue l'idée du calculus rationator. Est-ce que je ne pourrais pas avoir une machine qui, alors bon là elle est représentée, hein, c'est des schémas d'époque, avec des engrenages, en tout cas, et des courroies. Et est-ce qu'elle ne pourrait pas répondre oui ou non à une question? Donc faut-il adopter le communisme? Et puis la machine tourne, et puis elle nous sort une réponse tranchée. Et cela ne serait pour lui possible que grâce aux Characteristica Universalis, qui serait un langage de machine, un langage pur, symbolique, où un symbole définit la justice, un symbole va définir par exemple la souveraineté, l'écologie. Aujourd'hui on pourrait utiliser ces termes-là en fait, et les assembler ensemble, et c'est comme ça qu'on pourrait exprimer des idées, exprimer des langages via la machine. Cette idée continue d'émerger, elle a donné naissance à vraiment tout des pans entiers des mathématiques que l'on a encore aujourd'hui, hein, notamment la mathématique de la décision. Et c'est ensuite, finalement, Alan Turing. Alors on en parle beaucoup aussi, notamment avec l'IA, parce qu'il y a les tests, le fameux test de Turing. Et là, c'est dans un autre sens que je l'aborde. C'est dans sa réflexion de pensée aussi sur les machines de Turing. Et il a réussi à mettre finalement, d'un point de vue logique, une réponse assez claire sur le fantasme de Leibniz. C'est que c'est impossible. Il y a une boucle, c'est comme ça. La pensée humaine ou logique en général est faite de telle façon qu'au bout d'un moment, on tombe toujours sur un cercle vicieux. Il faut couper la boucle, il faut que le système soit capable de lui-même, de façon récursive, de pouvoir prendre du recul pour pouvoir interrompre un processus. Il y a ce mouvement-là, ici, que l'on voit, qui est matérialisé par une boucle. Celle entre Q3 et Q4, là, ici, qui rend n'importe quelle machine, en fait, l'impossibilité d'être complètement autonome. C'est ce qu'il a publié dans ses nombres computables, calculables. Et c'est ça donc qui en fait a scindé la communauté scientifique au sens large, mais aussi la façon que l'on a de travailler avec la machine et le regard que l'on porte sur l'intelligence. Entre d'un côté le symbolique, je peux par mes moyens créer mes petits engrenages les uns après les autres et arriver à répondre à de plus en plus de problèmes.
versus la machine de Turing qui essaie de créer quelque chose qui est le plus universalisable, qui peut résoudre le plus de problèmes possibles, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas et qu'il y aura toujours une frontière. Donc sur l'approche symbolique, ça a donné de très bons résultats. C'est ce qui a dominé quasiment toute la fin du siècle précédent. L'aboutissement a été Deep Blue, avec le match en 1997 avec Garry Kasparov. On a été capable de mettre en place une machine qui a surpassé l'humain sur une dimension précise, le jeu d'échecs. On l'a pas résolu, hein. C'est très. Je sais pas si on arrivera un jour à résoudre le jeu d'échecs, mais on n'était pas loin. Mais on avait d'autres machines aussi, hein. Tout ce qui était agent expert à l'époque. Des machines qui étaient capables de résoudre des problèmes très précis. Ça peut être dans la compliance bancaire, par exemple, l'identification des faux chèques. On avait Mycine aussi qui permettait, grâce à des échantillons de sang, de pouvoir détecter des maladies et pouvoir prédire mieux qu'un médecin, de donner même un diagnostic mieux que des experts dans le domaine. Et en parallèle, s'est développée l'approche neuronale. Donc moi, en tant que neuroscientifique, c'est celle que je maîtrise le mieux. Alors celle-là est très intéressante parce qu'elle est inspirée du cerveau. Donald Hebb a mis en avant ce qu'on appelle les neuron assemblies. Les neurones dans le cerveau s'associent entre eux, font des petits réseaux, comme on peut le voir ici, et ceux qui déchargent ensemble ont tendance à se connecter ensemble, et puis ça crée un système d'auto-assemblage, vraiment autonome, et qui est capable de résoudre des fonctions. Très rapidement, on a réussi à mettre en évidence comment les utiliser, comment est-ce qu'on peut arriver à créer nous-mêmes des petites fonctions, et puis à les assembler ensemble, et finalement à faire des machines de Turing. Donc je peux avoir des opérations, supprimer des éléments, en ajouter à certains moments, puis en maîtrisant avec le temps finement, on va dire, ces petits jeux d'assemblage, on est arrivé à des systèmes capables de reconnaître des caractères manuscrits et de les ressortir sous un format numérique. Et ça a été le début de la perception de la machine d'une certaine façon. On arrive à récupérer un peu du chaos qu'il y a tout autour de nous et puis à le structurer. Et les évolutions technologiques qu'il y a eu notamment dans le calcul informatique a permis en fait de donner de plus en plus d'importance. Et aujourd'hui, le LLM, l'IA générative, sont en fait des petites assemblies comme ça, des petits ensembles que l'on a mis dans des énormes data centers. Et ensuite, ce sont des propriétés qui sont aujourd'hui émergentes. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais tout comme le cerveau, il y a beaucoup de neurones, on ne peut pas expliquer toutes les fonctions simplement juste par les routes qu'il y a entre les connexions qu'il y a entre les neurones. Alors cette image, elle a été générée par l'IA aussi. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, je l'ai fait en une fois. Je n'ai pas eu besoin de m'y reprendre ou de corriger quasiment quoi que ce soit. Des légers défauts esthétiques, je vous laisse les détecter. Mais en tout cas, là, le but ici, c'est d'illustrer comment est-ce qu'on a réussi avec cette logique de cette approche neuronale inspirée du cerveau, comment est-ce qu'on a réussi à le différencier en plein de facteurs différents. Et puis, l'aspect neuronal est intéressant. En fait, c'est ce qui fait sa force et sa faiblesse. C'est pour ça que je dis que l'hallucination, le fameux moment où ChatGPT dit un peu n'importe quoi, est-ce qu'en fait, c'est pas la feature centrale même de comment fonctionne un LLM? Parce que dans Paris is a city in, il y a une probabilité de réponse. Je pense que si je pose la question, le texte à trous, à un grand nombre d'étudiants, j'aurais quelque chose qui ressemblerait en fait plus ou moins à ça. Donc c'est un peu comment on fonctionne au fond. Pareil pour la génération d'images. Si je pars d'une image bruitée, au final, à la fin, je me retrouve avec peut-être un chat, peut-être un chien. Enfin, c'est selon, entre guillemets, l'imagination de chacun. Donc il y a quand même quelque chose ici d'assez étrange à caractériser quand on parle, en tout cas, sous l'angle de l'intelligence. Ici, je vous ai fait un petit problème, mais je vous laisse résoudre. Voilà, c'est votre prompt. Et à quoi ça vous fait penser ? Il y a des fraises, tomates, cerises,
Ouais, c'est à peu près les 3 qui me sont venus. D'autres ont été plus créatifs la dernière fois et m'ont sorti des framboises, des grenades. Non, ça va trop loin pour moi. Je suis un peu plus simple. Mais sauf que moi, je pensais plutôt à quelque chose de salé là. En fait, j'ai plutôt faim, j'ai envie d'une salade. Et donc en fait, la bonne réponse, voilà, je vous ai donné une prompte. Certains m'ont donné tomate, très bien, mais non, la pomme ça matche pas et la cerise ça marche pas non plus. Et puis là, je vous ai mis un peu dans la situation d'un LLM où vous espérez avoir une réponse et puis vous a donné peut-être quelque chose qui est un petit peu à côté de la plaque, mais parce que c'était quelque chose qui était un petit peu possible aussi. Et donc, je vous ai fait ici donc le distinguo entre le modèle symbolique. Le modèle symbolique, c'est aussi le code informatique, recréer soi-même ses petites, ses méthodes, restructurer tout ça dans des fonctions, et puis réutiliser des bouts, etc. C'est une façon de faire, c'est une façon de gérer le chaos, ça fonctionnait, et ça fonctionne encore. L'approche neurosymbolique, c'est de faire ce que la nature a réussi à faire il y a plus de 200 millions d'années, à minima. C'est-à-dire ne pas s'embêter avec ce problème-là, et de considérer les deux comme étant intimement hybridés. On a d'un côté en fait des neurones, une très grande diversité, toutes les formes, voilà, vraiment une très grande diversité. Et puis de l'autre côté, on a ces neurones-là qui s'assemblent. Ils font des assemblies et puis ils deviennent des structures. Et puis ces structures-là déclenchent des fonctions. Ah oui, je vais aller plus vite encore. Là, je vous donne un exemple. En fait, le cerveau, c'est un supercalculateur. En fait, il fait plein de petites colonnes comme de ce type-là, et puis il les assemble les uns à côté des autres en série. Et ensuite, on a d'autres structures qui, elles, selon les réseaux, cette fois-ci des neurones, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, arrivent à avoir des fonctions de plus en plus complexes. Mais c'est des choses que, si on creuse un peu, on peut les retrouver. Et ce qui est intéressant, nous, dans l'approche que l'on a avec BNP Paribas, c'est que finalement, le cerveau de lui-même est capable de créer un référentiel et on va isoler nous-mêmes les concepts, les symboles. Et ensuite, on joue avec ces symboles. Et puis, c'est plutôt les relations qu'il y a entre ces éléments qui vont nous intéresser. Donc là, je suis en train de vous présenter un graphe de connaissances. Les bases de données graphes sont connues, ça fait depuis les années 70. Et c'est jamais devenu aussi intéressant en fait, qu'aujourd'hui avec les LLM, parce que ça leur permet de faire... En fait, on peut directement dicter aux LLM en contexte, des chemins. Et donc on lui préconstruit en quelque sorte ses phrases, et puis on évite de divaguer et de le laisser lui-même combler les trous. Et si on fait ça à très grande échelle, on arrive à avoir d'un côté un aspect d'un système, on va dire, on présente vraiment le monde architecturé tel qu'il est, c'est-à-dire nous dans notre cas des serveurs, des data centers qui communiquent entre eux, des machines qui sont à jour avec telle version de tel système d'exploitation, de tel système de base de données, etc. Et de l'autre côté, on a une partie de connaissance qui est beaucoup plus fluide. Chacun ici a son propre expertise, son propre métier, utilise sa propre documentation. Et puis en mélangeant les deux, en fait, de façon astucieuse, si je puis dire, on peut arriver en fait, à grandement améliorer les résultats et voire même à rentrer dans un pan prédictif. Merci Julien. Je veux bien qu'ensuite, comme ça me permet de basculer. Sur cette base-là, avec l'introduction qui a été faite par Julien, l'objectif c'est de se baser sur ces fondations, sur cette connaissance en me disant mais comment je peux l'appliquer moi au sein de BNP Paribas et comment on peut faire un digital twin. Donc là, ce que je vous mets, c'est en différents actes les problèmes qu'on a. Vous voyez tous qu'on est capable de construire des systèmes, on fait des calculs, on apprend plein de choses, etc. Mais le problème c'est que ces systèmes ne comprennent pas vraiment. Ils ne me comprennent pas, moi en tout cas. Ils comprennent ça, la généralité, parce qu'à l'entraînement, il a eu plein de documents, plein de livres, plein de tokens dans tous les sens, mais il ne connaît pas mon sujet. La vraie question pour moi, ce n'est pas la performance du LLM. Je peux avoir le dernier Claude, etc., mais il ne connaît pas mon infrastructure, il ne connaît pas mon contexte à moi. Donc la vraie question pour moi, c'est comment ancrer cette intelligence dans mon contexte, dans mon écosystème, pour avoir une vraie valeur ajoutée. L'acte 2, du coup, pour moi, c'est oui, l'IA ne réfléchit pas vraiment par rapport à mon contexte si il n'a pas la structure de la connaissance. Donc l'image que je vous donne là, c'est représentatif parce que le problème c'est qu'on essaie de faire un digital twin d'une infrastructure déjà digitalisée. Donc c'est pas très représentatif. Mais là, cette image-là, j'ai un bras mécanique, j'essaie de comprendre la mécanique, l'angle de rotation, les forces, les vibrations de la machine, et j'essaie de la digitaliser pour avoir le contexte, pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on a comme matière première. Et à partir de ce contexte-là, ce côté symbolique, je lui adosse un cerveau neuronal pour lui dire maintenant tu as capacité à raisonner, mais raisonne sur ce contexte que je te donne. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que disait Julien, et là où les graphes vont intervenir. Pour nous, c'est quoi ?
L'IA doit répondre, elle ne doit pas deviner. Je suis dans un cas où je travaille pour l'IT. Je ne veux pas que mon application, mon IA me devine que j'ai une application qui s'appelle Toto, qui a une base de données. Non, je ne veux pas. C'est une vérité, elle doit être ancrée. C'est le mot qui est important. L'ancrage de cette réalité est fourni par le graphe qu'on doit faire converger toute l'information. Et quand je vais dire graphe, là je vais faire une petite digression. Le graphe, ce n'est pas que technique. On va me dire, oui, mais tu vas avoir ta topologie de ton asset, c'est-à-dire que j'ai une machine, j'ai un data center, j'ai des bases de données, certes. Mais pour piloter une IT, ce n'est pas tout. C'est comme un humain. Si je connais que j'ai tous mes membres, j'ai tous mes doigts, je marche bien, ça marche bien. Mais par contre, mon pouls, est-ce que mon pouls, mon rythme cardiaque est bon? Est-ce que ma tension est bonne? Mais là, pour le graphe et pour cette zone-là, c'est important d'essayer de l'avoir. C'est la partie rouge, vous voyez, c'est l'activité de mon écosystème. Mon infrastructure n'est certainement pas statique. Elle vit, elle change. Je fais de l'obsolescence, je fais des migrations, je bouge un data center, je crée des applications. Donc toute la collecte de la partie activité est importante. Mais aussi, je vais continuer à faire l'analogie avec l'humain. J'ai beau avoir un corps qui marche bien, un pouls qui marche bien, mais j'ai des trucs qui me chagrinent parce que mon psychologique ne va pas, je suis dans un effet morose, je vais pas aller bien. Donc du coup, le côté psychique, pour moi, se représente par la partie organisationnelle. Il y a mon COMEX qui a pris une décision, est-ce que c'est la bonne, c'est pas la bonne, et comment ça répercute sur l'activité, sur la topologie. Donc toutes ces choses-là sont importantes à emboîter. Donc le graphe va emboîter la topologie, l'activité, et aussi l'organisationnel et le côté pilotage par l'entreprise. Donc c'est ça le digital twin. Donc là, ce qu'on va vous parler, c'est l'architecture. Ce schéma-là, on l'a fait il y a déjà quelques temps, il y a 6 mois quasiment, représente, comme vous voyez, la partie du haut, le knowledge graph, c'est la partie ancrage, notre vérité stricte. La partie du bas, c'est la connaissance, c'est toute la connaissance de l'entreprise. Elle existe, mais elle n'est pas exploitable. Elle n'est pas encore exploitable par l'IA. Bien sûr, vous avez tous des confluences, vous avez tous des documentations qui traînent depuis combien de temps. J'ai toujours eu le problème. J'ai un Confluence qui a été créé il y a 6 mois, je ne sais plus où j'ai mis la doc, c'est mal rangé, etc. Et surtout, elle n'est pas accessible à l'IA. Donc ça, c'est la partie knowledge base. Je laisserai à Julien en parler parce que c'est toute une pipeline qui n'existe pas encore. La documentation n'est pas pris en compte comme un vrai asset, comme un vrai objet avec une justification, une pipeline, une des quality gates, des CI/CD, etc. Donc là, je vais laisser Julien. Et la dernière partie, c'est la partie agentique, qu'on parle beaucoup, donc je ne vais pas rentrer dans le débat cette fois-ci, même s'il y a tellement de choses à dire. C'est comment créer les agents et toutes les expertises nécessaires. Donc c'est cet emboîtement entre la partie symbolique, knowledge graph, la partie neuronale avec les agents et la partie knowledge base, qui permettra de créer tout ça. Donc dans la prochaine itération, dans l'acte 5, je vais rentrer un peu plus dans la partie knowledge graph, pour moi qui est vraiment le cœur du digital twin. C'est vraiment ce maillage. Donc là, je vous présente 2 premiers layers, parce qu'il y a, pour moi, il y a au moins une quinzaine de layers, mais on ne pourra pas tous les faire, c'est un programme sur 5 ans. Le premier layer, c'est la topologie. Comment mon knowledge graph arrive à capter toute l'information de mon infrastructure. Vous avez tous des CMDB, des référentiels, mais le problème, c'est du déclaratif. Le déclaratif n'est pas vrai, n'est pas complètement vrai. Et il y a toujours du retard, une latence. Mon objectif, c'est de voir la vérité. Pour soigner un humain, je ne veux pas que tu me dises qu'il y a 5 ans, tu te partais bien. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir tout de suite, un instant T, comment tu vas. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une topologie instantanée et constatée. Et là, je vais vous parler d'une technologie qui s'appelle Discovery, qu'on essaie de propulser sur tout BNP Paribas, pour pouvoir scanner l'infrastructure tout le temps, tous les jours, pour avoir la vérité, stricte vérité. Je ne veux pas du déclaratif, je veux du constaté. Et la deuxième couche, c'est la couche événementielle. Event plutôt. C'est tout ce qui se passe sur cette topologie. Il y a des logs. Les logs, oui, elles ne sont pas exploitées parce qu'elles ne génèrent pas de signaux. Je ne veux pas des logs où j'ai 5000 lignes de Java qui me disent je crache des erreurs. Non, qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème-là? Ce log-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il s'attache à quoi dans ma knowledge graph? C'est ce serveur-là a eu un problème de rejet d'une IP. C'est tout ce qu'il me faut. C'est comme un médecin, il s'en fiche de voir tout ce qui se passe. Il va voir la radio, mais il veut voir le bilan de la radio. Donc toute la partie événement est très importante. Le log, les incidents, les changements, tout ce qui se passe. Et je vais aller très rapidement sur la partie knowledge graph. Là, je vais vous présenter 5 autres axes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a la topologie en bleu, les événements en rouge, mais aussi on parlait de connaissance. La connaissance, quand vous la créez, moi, je me dis, je ne vais pas créer une connaissance pour... J'ai envie de créer un Confluence. Non, je ne crée pas un Confluence pour faire un Confluence. Je ne crée pas une doc pour faire une doc. Quand je crée une doc, juste, tu peux revenir. Quand je crée une doc, je la fais parce que je veux
alimenter et expliquer, par exemple, un routeur, un firewall, le fonctionnement. Donc, quand je crée une doc, elle doit être reliée à cette topologie, elle doit être reliée à cet écosystème. Et quand je vais créer aussi la partie violette, quand je crée des agents, je ne crée pas d'agents pour mon plaisir. Ces agents-là sont spécialisés sur une certaine technologie, certains périmètres fonctionnels, etc. Et après, ce graphe, la partie verte, je vais aussi gérer la juridiction, parce qu'on parle beaucoup de problématiques de juridiction. Je ne peux pas laisser l'IA faire tout et n'importe quoi. C'est insensé. Et je ne peux pas laisser les utilisateurs accéder à tout type d'IA. Donc, toutes ces couches-là vont s'emboîter pour créer le Digital Twin. Et je vais passer à l'acte 6. Et là, je vais te laisser, Julien, reparler sur la partie knowledge base spécifiquement. Tout à fait. Je vais gérer ici des procédures, des documents techniques, des documentations aussi, par exemple d'onboarding de stagiaires. Ça peut être des notes de réunion qui ont été fondatrices d'un projet. Ça peut être... En fait, il y a une quantité tellement... Des tickets Jira. Ouais, il y a une quantité tellement importante en fait, de données que là, on rentre dans l'aspect un peu chaotique que j'évoquais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut permettre à une IA de se faire la différence entre l'importance qu'il y a entre une documentation d'un éditeur, où on sait qu'elle a été relue X fois, et juste une note de réunion ou un fichier d'onboarding. Et ça, c'est l'une des rares choses que l'on peut encore déléguer à l'humain. Et je pense même que c'est pour le mieux. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée. Je vais pouvoir donner... Mon objectif, en tout cas, à BNP, c'est vraiment de donner les moyens à chacun d'être garant de sa propre donnée, de pouvoir la versionner et d'être alerté si jamais elle commence à devenir ancienne, par exemple, mais de pouvoir également aussi tracer ses usages, de savoir si cette donnée est vivante ou pas, si elle peut apporter, si elle apporte quelque chose réellement aux utilisateurs, aux agents, ou est-ce qu'elle est utilisée correctement, toute la partie contrôle qualité. Et après, déploiement, c'est de pouvoir créer un espace dans lequel il est facile de pouvoir le faire. Aujourd'hui, une telle solution, on a vraiment du mal à la trouver. Julien, je pense qu'on va devoir couper quelques démos, si ça ne te dérange pas, parce que là, c'est vraiment oui, on voulait faire une démo. C'était vraiment le sujet ici, pour moi, c'est beaucoup de gens négligent cette partie KMS, Knowledge Management System. La connaissance, oui, c'est juste une doc. Non, la doc est quelque chose de vital et elle doit être maîtrisée, qualitative. Et sans ça, l'IA et les agents ne sont jamais qualitatifs. Donc ça, c'est un sujet, on basculera parce qu'on n'aura pas le temps, on a débordé. Parce que je voudrais vous montrer quand même le produit, parce que je pense qu'une démo, c'est que du blabla et la vérité est bien mieux. Donc là, c'est la partie agent. Bon, je ne vais pas en parler trop longtemps. Le mot-clé pour moi, c'est l'agent. Ce qu'on est créé là, l'agent n'est pas un chatbot. Je veux plus de parler de mot chatbot. Oui, c'est bien un chatbot, mais comme vous l'avez vu, cette neurosymbolique, ces graphes, etc., nous ancrent dans notre... C'est une connaissance structurée. C'est vraiment important pour dire qu'il y a un ensemble, un essaim d'agents spécialisés dans chaque domaine qui vont pouvoir s'ancrer dans cette réalité, raisonner, réfléchir, utiliser cette connaissance pour répondre à mes besoins. Mais là, on va rentrer dans le concret. Je veux de la production, je veux pas faire du prototypage. On n'est pas là pour faire un POC de plus ou une expérimentation. Il nous faut absolument un système qui soit production, ready. Donc du coup, il nous faut quelque chose qu'on puisse maîtriser, monitorer et qu'on puisse surveiller. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en production ce que ça donne. Là, actuellement, ce qu'on a fait comme choix, c'est de se dire on va utiliser la plateforme LangGraph. Pourquoi on a utilisé la plateforme LangGraph et on travaille en direct avec l'éditeur, c'est qu'on est capable de monitorer, on les fait évoluer, c'est-à-dire que la plateforme n'était pas prête, on l'a ramené en on-premise, etc. Et ils n'étaient pas complètement matures et on travaille main dans la main avec eux pour pouvoir faire évoluer leurs produits au sein de notre entreprise. Donc là, à chaque fois que vous allez avoir une question, vous êtes capable de savoir par quel cheminement il prend, quelle est la structure, quels sont les outils qui sont appelés, quels sont les LLM qui sont invoqués, toute la traçabilité est là, et on permet même au fil d'avoir des feedbacks. Alors là, je n'ai pas le bon cas, pour faire de telle sorte que l'utilisateur puisse faire des feedbacks et qu'on puisse réentraîner le LLM et puis qu'on sache exactement qu'est-ce qui a été fait et d'avoir de l'évaluation online, offline. C'est-à-dire que c'est un écosystème qui vit et qui s'améliore au jour le jour et qu'on est capable de le monitorer. Le temps étant très court, je ne peux pas rentrer plus dans le détail, mais ça sera avec plaisir, je serai à disposition pour en parler. Donc c'est vraiment un système et un écosystème complet. Ce que je voulais montrer aussi pour finir, c'est OK, on a une mécanique, un système qui nous semble puissant, qui nous semble très bien posé, mais sans UX, sans l'utilisateur, montrer ça à l'utilisateur, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit simple. Notre idée, c'est
comment le rendre accessible et le vulgariser. Et c'est ça vraiment le nerf de la guerre. Sinon, je serais un data scientist qui ne produirait rien du tout. Et l'objectif pour nous, dans notre constat, c'est que dans mes équipes, les BNP Paribas, on utilise Teams dans 80% des cas. Ce que je voulais, c'était pas créer un énième portail, un énième outil où j'ai pas envie. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire simplement ? C'est amenons la connaissance à l'utilisateur. Là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je suis en train de parler à Julien. J'avais, ce matin, on a un souci sur cette code applicatif. On était en train d'échanger et je ne veux pas sortir de cet outil. Je veux que mon IA, tout ce que je vous ai montré, soit incorporé dans l'outil où je suis au quotidien. Là, j'invoque Twin en faisant un add Twin et je lui dis, tiens, dis-moi quels sont les incidents qui ont affecté cette application. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va reconnaître par routage intelligent quel est le bon agent, qui va utiliser la topologie, qui va deep diver dans la topologie, savoir quels sont tous les serveurs, sur tous ces serveurs-là, quels sont les incidents qui sont passés, et il te dit, ça s'est passé, voici ce qui s'est passé. Mais au fait, je vais aller dans ServiceNow pour avoir le résumé. Non, j'ai pas envie de perdre de temps. Twin, dis-moi le résumé de cet incident, s'il te plaît. Là, il va le faire. Mais il y a aussi, j'ai pas le temps de le faire, ce qui est puissant, c'est donne-moi tous les incidents corrélés. Les incidents corrélés, là, on va faire de la data science réellement. J'ai plein d'incidents qui apparaissent. Je n'ai pas le temps de le faire en live tout de suite, mais croyez-moi, je pourrais même vous le montrer après. Oui, j'ai plein d'incidents. Est-ce qu'il y a des incidents qui se ressemblent entre eux, etc. Faire de la proximité, utiliser des XGBoost, etc. permettant d'avoir une analyse. Donne-moi, s'il te plaît, tous les changes. Dans un environnement de production, il y a des changements, des modifications de l'infrastructure. Dis-moi tous les changes qui ont été passés sur les 24 heures ou les 7 derniers jours qui sembleraient cohérents. Cohérents par quoi ? Par rapport à une proximité sémantique, une proximité topologique. C'est-à-dire que si c'est un change qui a été opéré à un hop ou deux hops, je veux le avoir. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à une distance donnée. Et je veux tous les avoir parce que je n'ai pas le temps. Et au fait, tiens, je vais passer un change. Nous, on a des comités permettant de valider les changes ou pas. Avant, ça se passait en faisant de l'expertise humaine avec une connaissance empirique, historique. Là, je veux simplement poser à Twin l'idée, tiens, ces deux changes-là, donne-moi les risques. Les risques, ils vont faire quoi ? Ils vont appeler l'agent topologique qui va regarder tout l'écosystème, il va regarder l'historique des incidents, l'historique des changements et l'historique aussi du profil de l'utilisateur de cette équipe-là pour voir si elle n'a pas été qualitative, elle n'a pas fait de la disqualité, et ce qui ferait que moi, je mettrais un warning en disant non, je ne t'autorise pas. Et tout ça, ça va être là pour aider l'utilisateur dans un contexte le plus proche possible de lui. Et là, je vais essayer de finir. Je suis désolé, je déborde. Tout ça pour ça. Parce que finalement, c'est pas ça qui m'intéressait. On construit tout ça pour ça. L'objectif, c'est de pouvoir créer une base de données graph pour pouvoir faire des hypergraphes, du GNN. Parce qu'on est toujours en mode réactif, comme on a dit. Je voudrais qu'on passe en mode proactif. Je veux plus que ça soit l'humain qui détecte les choses, mais ça soit que la machine dise, tiens, j'ai un ensemble d'événements qui sont porteurs d'un signal fort de problème via de la centralité analytics ou au travers d'un pattern ou de similarité, et c'est ça que je veux mettre en place. Mais il y a aussi, vous avez dû voir, il y a quelqu'un qui parle de word model, je vais arrêter là après. L'objectif, c'était de dire, il doit comprendre l'écosystème et la physique du monde du réel pour pouvoir appliquer ces raisonnements. Finalement, qu'est-ce qu'on fait là à travers des Digital Twins ? On lui donne le monde réel au travers de la topologie, de toutes les activités, pour pouvoir raisonner et prédire qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux. Merci Evelyne, merci Julien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez séparé un moment vérité et connaissance. Oui. Et comment vous avez fait pour différencier l'un l'autre ? Et est-ce qu'une connaissance, à un moment, pourrait devenir une vérité ? C'est un choix arbitraire. C'est la connaissance pour moi, la connaissance, c'est quelque chose de constaté et qui ne fait pas intervenir du déclaratif, comme je disais. C'est par exemple, je me base sur qu'est-ce que voit la machine quand je fais un scan réseau, quand je prends une décision qui a été actée, quelque chose qui est validé officiel, elle devient pour moi. C'est un ancrage et c'est le contexte de l'écosystème. Là, par exemple, la stratégie BNP Paribas en 2030, c'est quelque chose qui est acté, c'est validé, c'est une vérité absolue. Par exemple, quand je prends une connaissance, ce que je pourrais donner, ce que je mettrai en la connaissance, c'est tous les confluences, toute la documentation, tous les projets potentiellement des plus petits projets potentiellement qui vont dans différentes orientations. De la connaissance, par exemple, alors c'est à la limite aussi, mais c'est la connaissance, par exemple, sur un outil expert, CFT, FTP ou Windows, etc. En gros, il y a le côté, vous vous rappelez, neuronal, symbolique aussi, cette différenciation. Tout ce qui est neuronal permet d'alimenter les agents. Donc du coup, on va parler de GRAG, de GraphRag, de VectorDB, etc.
Donc ça, c'est la partie connaissance pour moi. Donc il y a différentes actions, il y a différentes stratégies de discernement. C'est un choix empirique qu'on a fait il y a 6 mois, même pas. Hein. Et c'est ce qui nous semble cohérent pour l'instant. Merci pour la présentation déjà. Je voulais vous demander, pendant la présentation, justement, si vous suiviez le World Model de Yann Lequin, comment vous le suivez et à quel point ça peut venir chambouler, bouleverser ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait venir le remplacer, entre guillemets? Je n'utilise pas le World Model exactement, mais j'utilise la même philosophie, tu vois. La philosophie, c'est comme je disais, l'exemple, c'est comment un modèle LLM représente une image, une vidéo, d'une feuille qui tombe, il crée pixel par pixel, etc., mais il ne va pas suivre les lois de la physique. Et c'est ça l'ancrage qui va manquer. Tandis que le World Model, lui, il connaît que le poids, le vent, il connaît toutes ces mécaniques-là. Dans la partie graphe, ce que je voudrais plus tard, dont j'en ai pas parlé, on n'a pas le temps, c'est à chaque nœud, dans les relations, je veux une fonction mathématique de connexion. Ça me permettrait de calculer la propagation avec une relation physique cohérente et constatée. C'est par exemple une base de données, quand elle tombe, quel est l'impact sur une application et vice-versa. Ça doit être une fonction mathématique qui dit, dans ce cas-là, ça fait ça comme impact. Et ce n'est pas du probabilistique, c'est une fonction. Mais c'est une philosophie qu'on veut ancrer et qu'on veut aller en tout cas. Un grand merci, Yvin, Julien, on peut les applaudir. Merci d'avoir fait cet effort de vulgarisation.